Savez-vous ce qui est fascinant chez les maraîchers japonais? Ils récoltent 3 fois plus vite que vous sur la même surface de terre. Et cela n'a rien à voir avec des équipements sophistiqués ou des intrants coûteux, alors que vous passez vos week-ends à arroser, que vous achetez de l'engrais chaque mois et que vous combattez les nuisibles chaque semaine. Les cultivateurs japonais retirent des légumes à maturité de plates-bandes qui s'entretiennent pratiquement toutes seules. La différence ne réside ni dans l'effort, ni dans le climat. C'est que vous jardinez à l'envers. Vous avez conçu un champ de bataille qui nécessite une intervention constante. Ils ont conçu un écosystème qui se régule de lui-même. Ce n'est pas de l'innovation, c'est de l'observation. Je vais vous montrer exactement pourquoi votre approche actuelle vous maintient en mode maintenance et comment la conception en polyculture élimine la majeure partie de ce travail tout en triplant votre vitesse de récolte. Commençons par ce que vous faites de mal. Chaque week-end, vous plantez des rangées bien nettes de tomates dans une planche, des carottes dans une autre, de la laitue là-bas, toute seule. Tout est séparé, organisé, isolé. Vous arrosez chaque culture individuellement. Vous fertilisez chaque section quand elle semble avoir faim. Vous arrachez les mauvaises herbes du sol nu entre les plantes. Vous passez des heures à faire cela, et votre récolte a encore des semaines de retard sur ce qu'elle devrait être. Voici la réalité. Vous jardinez comme un directeur d'usine, pas comme un concepteur d'écosystème. L'agriculture occidentale vous a appris à cultiver des monocultures, des plantations d'une seule espèce qui se font concurrence pour les mêmes nutriments, à la même profondeur de sol, tout en laissant d'énormes espaces de terre vides qui se transforment en pépinières de mauvaises herbes. Les maraîchers japonais font quelque chose de complètement différent, et c'est pourquoi ils récoltent 3 fois plus vite sans travailler 3 fois plus dur. Pensez-y, quand vous vous promenez dans une forêt, voyez-vous des rangées organisées d'une seule espèce? Voyez-vous de la terre nue quelque part? Bien sûr que non. Vous voyez des dizaines d'espèces végétales occupant le même mètre carré, des racines à différentes profondeurs, des feuilles à différentes hauteurs, le tout imbriqué dans des relations qui durent depuis des siècles, sans que personne n'arrose, ne fertilise ou ne désherbe. C'est une polyculture. C'est le système d'exploitation que les cultivateurs japonais ont copié pour leurs planches de légumes. Ils ne font pas pousser des plantes de manière isolée. Ils font pousser des communautés végétales où chaque espèce joue un rôle spécifique qui accélère la croissance de ses voisines. Voici ce que la plupart des gens oublient. La vitesse en jardinage ne vient pas de l'apport de plus d'engrais ou d'un arrosage plus fréquent. Elle vient de la conception de systèmes où les plantes répondent automatiquement aux besoins les unes des autres. Lorsque vous plantez des haricots à côté du maïs, les haricots puisent l'azote de l'air et le convertissent en une forme qui nourrit les racines du maïs. Lorsque vous plantez du basilic à côté des tomates, le basilic repousse les nuisibles qui ralentiraient la croissance des tomates tout en attirant les pollinisateurs qui l'accélèrent. Lorsque vous plantez des radis à côté des carottes, les radis ameublissent le sol compacté et se récoltent en 3 semaines, laissant des canaux aérés dans lesquels les racines des carottes peuvent s'étendre. Vous ne faites rien de tout cela. Vous plantez des tomates seules, en vous demandant pourquoi elles se font ravager par les sphinx, puis vous passez vos samedis matins à retirer les insectes un par un. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le sol, sous une planche en polyculture, est biologiquement actif, d'une manière que le sol en monoculture ne pourra jamais égaler. Dans vos rangées de cultures uniques, vous avez un seul système racinaire qui puise les nutriments d'une seule couche de sol, laissant la biologie en dessous de cette couche en dormance. Dans une planche de polyculture japonaise, vous avez de la laitue à racines superficielles, des haricots à profondeur moyenne et des tomates à racines profondes qui occupent toutes le même espace. Chaque système racinaire nourrit différents réseaux de champignons. Chaque plante exsude différents composés qui réveillent différentes colonies bactériennes. Le résultat est un sol vivant, pas seulement de la terre. Un sol vivant fait pousser les plantes plus vite que la terre morte ne le pourra jamais, peu importe la quantité d'engrais en sac que vous y déversez. Laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne avec l'exemple de polyculture le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. On l'appelle les 3 sœurs, et les cultivateurs autochtones de toutes les Amériques l'ont utilisé pendant des milliers d'années avant que l'agriculture occidentale n'apparaisse
et ne disent à tout le monde de planter en rang. Vous faites pousser du maïs, des haricots et de la courge dans la même planche simultanément. Le maïs pousse haut et fournit un tuteur naturel sur lequel les haricots peuvent grimper. Les haricots fixent l'azote atmosphérique et le déposent dans le sol où les racines du maïs et de la courge peuvent y accéder. La courge étale ses larges feuilles sur le sol, créant un paillis vivant qui étouffe les mauvaises herbes, retient l'humidité du sol et rend la planche inhospitalière pour les nuisibles qui préfèrent la terre nue. 3 cultures, un seul espace, chacune faisant pousser les autres plus vite. Vous ne faites pas cela. Vous plantez du maïs dans une zone, des haricots dans une autre, des courges ailleurs, puis vous vous demandez pourquoi vous utilisez 3 fois plus d'espace pour des résultats plus lents. Voici ce qui se passe dans cette planche des 3 sœurs et qui n'arrive jamais dans vos rangées isolées. Les tiges de maïs deviennent épaisses et robustes car elles reçoivent un apport constant d'azote des haricots qui grimpent dessus. Les haricots poussent vite car ils puisent l'azote de l'air au lieu de rivaliser avec le maïs pour l'azote du sol, et ils bénéficient d'un support structurel sans que vous ayez à construire un treillis. Les feuilles de courge s'étalent sur un sol frais et humide au lieu de cuire sur de la terre nue, ce qui signifie qu'elles transpirent moins et poussent plus. Pendant ce temps, les nuisibles qui dévasteraient un champ de maïs en monoculture ne trouvent pas facilement votre maïs, car il est entouré de haricots et de courges qui perturbent leur système sensoriel. Vous avez créé un système où les plantes se défendent et se nourrissent mutuellement. C'est pour cela que c'est plus rapide. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement sous terre dans cette planche des 3 sœurs. Car c'est là que la plupart des gens pensent qu'il ne s'agit que de folklore ou de coïncidence. Ce n'est pas le cas. Les mécanismes sont spécifiques et observables. Lorsque les haricots poussent, des nodules bactériens spécialisés sur leurs racines captent l'azote gazeux directement de l'air et le convertissent en composés ammoniacaux que les plantes peuvent réellement utiliser. C'est ce qu'on appelle la fixation de l'azote, et cela se produit constamment tant que les haricots sont vivants. Une partie de cet azote reste dans les nodules, mais une part importante s'échappe dans le sol environnant par les exsudats racinaires. Le maïs et la courge qui poussent à quelques centimètres ont accès à de l'azote frais sans que vous n'ajoutiez un seul granulé d'engrais. Vous ne bénéficiez pas de cet avantage dans votre rangée de haricots isolés, car il n'y a rien à proximité pour utiliser cet azote, à part d'autres haricots qui fabriquent déjà le leur. Voici ce que la plupart des gens ignorent sur le compagnonnage végétal. Ce n'est pas de la magie ou de la pseudoscience, ni quelque chose que votre grand-mère a inventé. C'est de la biologie végétale observable, appliquée de manière stratégique. Lorsque vous plantez des carottes et des radis ensemble, les radis germent en 4 jours environ et percent le sol compacté grâce à leurs épaisses racines pivotantes. Les carottes germent en 10 à 14 jours et ont des racines fines comme des fils qui peinent dans un sol dur. Au moment où vos semis de carottes émergent, les radis ont déjà ameubli la structure du sol. 3 semaines plus tard, vous récoltez les radis et soudain, vos carottes disposent de canaux de terre meubles pour s'épanouir. C'est pourquoi les carottes plantées en compagnonnage poussent plus vite et plus droit que les carottes plantées seules. Les radis ont fait un travail physique qui a épargné aux carottes des semaines de lente expansion racinaire. Maintenant, parlons de la confusion des nuisibles, car c'est là que la conception en polyculture devient une stratégie défensive qui élimine des heures de gestion manuelle des parasites. La plupart des nuisibles du jardin trouvent leur cible par l'odeur. Un papillon de sphinx volant au-dessus de votre jardin sent les plants de tomates et se pose pour pondre ses œufs. Le système sensoriel de ce papillon a évolué pour détecter l'odeur de la tomate dans un écosystème complexe aux centaines d'odeurs concurrentes. Lorsque vous plantez une rangée de tomates en monoculture, vous avez créé un phare olfactif impossible à manquer. C'est comme installer un panneau néon géant indiquant « Buffet ici » dans une langue que seuls les sphinx peuvent lire. Lorsque vous plantez des tomates entourées de basilic, d'œillets d'Inde et d'oignons, vous avez enfoui cette odeur de tomate sous des couches de composés aromatiques concurrents. Le papillon survole, s'embrouille et passe à une cible plus facile. Vous n'avez rien pulvérisé. Vous n'avez pas retiré une seule larve.
Vous avez juste conçu un système qui rend vos cultures plus difficiles à trouver. Le même principe fonctionne avec les insectes auxiliaires. Lorsque vous plantez une monoculture, vous n'offrez qu'un seul type de fleurs à une seule période de l'année. Les pollinisateurs et les insectes prédateurs viennent pendant cette période de floraison, puis repartent parce qu'il n'y a plus rien pour eux. Lorsque vous plantez une polyculture avec des périodes de floraison échelonnées, vous créez un habitat qui soutient les insectes bénéfiques en continu. Ces insectes restent car il y a toujours quelque chose en fleurs, toujours quelque chose qui fournit du pollen ou du nectar. Et quand les pucerons apparaissent sur votre laitue, il y a déjà des coccinelles et des chrysopes vivant dans votre planche, parce que vous leur avez donné une raison de rester. C'est pourquoi les planches de polyculture japonaises ont moins de problèmes de nuisibles, malgré moins d'interventions. Elles sont conçues pour héberger les prédateurs qui mangent les parasites. Soyons précis sur le support structurel, car c'est une infrastructure gratuite que vous payez actuellement. Lorsque vous faites pousser des haricots à rames, des pois ou des concombres, vous construisez probablement des treillis ou achetez des cages ou installez un système de support quelconque. Cela coûte de l'argent et du temps. Pendant ce temps, dans un système de polyculture, les cultures hautes deviennent la structure de support pour les cultures grimpantes. Les tiges de maïs soutiennent les haricots, les tournesols soutiennent les pois. Les tomates peuvent supporter des cultures grimpantes plus légères sur leur cage. Vous obtenez le même espace de culture verticale sans rien acheter ni construire de supplémentaire. Et voici ce qui est intéressant. Les cultures grimpantes profitent réellement aux cultures de support. Dans la plupart des cas, ces haricots qui grimpent sur votre maïs fixent l'azote qui nourrit le maïs. Vous avez transformé une relation de support en une relation nutritive simultanément. C'est là que cela devient vraiment intéressant pour les personnes disposant d'un espace limité. La conception en polyculture vous permet d'empiler les cultures verticalement d'une manière que la monoculture ne permet jamais. Dans une seule planche de 1,20 m sur 1,20 m, vous pouvez faire pousser des cultures hautes au centre, des cultures de hauteur moyenne en anneaux autour d'elles et des cultures couvre-sol sur les bords. Du maïs au milieu, des haricots grimpants sur le maïs, des tomates dans l'anneau suivant, du basilic autour des tomates et de la courge s'étalant jusqu'au bord. Cela fait 5 cultures sur environ 1 mètre carré, chacune occupant une couche verticale différente et une profondeur de racines différente. Vous ne vous battez pas pour l'espace, vous empilez les fonctions. Comparez cela à votre système actuel, où vous auriez besoin de 5 planches séparées pour cultiver ces mêmes plantes. Et vous commencez à comprendre pourquoi les cultivateurs japonais obtiennent 3 fois le rendement sur la même surface. Mais voici la réalité dont personne ne veut parler. Concevoir des polycultures efficaces exige que vous compreniez réellement ce que fait chaque plante. Vous ne pouvez pas simplement jeter des légumes au hasard et espérer qu'ils coopèrent. Vous devez savoir quelles cultures fixent l'azote, lesquelles fournissent un support structurel, lesquelles rampent et créent un paillis vivant, lesquelles attirent les auxiliaires et lesquelles repoussent les nuisibles. C'est là que l'observation devient plus précieuse que n'importe quel produit que vous pouvez acheter en jardinerie. Les cultivateurs japonais passent du temps à observer comment les plantes interagissent, remarquant quelles combinaisons prospèrent et lesquelles entrent en compétition. Ils ne devinent pas. Ils testent, observent et reproduisent ce qui fonctionne. Vous ne faites probablement pas cela parce qu'on vous a appris que le jardinage consiste à suivre les instructions de plantation sur les sachets de graines et non à comprendre les relations écologiques. Maintenant, parlons de la partie qui sépare vraiment les systèmes japonais à croissance rapide de vos planches à croissance lente. Il s'agit de la fertilité du sol et plus précisément de la manière dont cette fertilité se construit et s'entretient au fil du temps. Vous achetez probablement de l'engrais en sac, vous le déversez sur vos planches quelques fois par saison, vous regardez vos plantes réagir pendant quelques semaines, puis vous les voyez ralentir à nouveau à mesure que les nutriments sont lessivés ou épuisés. C'est coûteux et temporaire. Vous traitez la fertilité comme une injection ponctuelle au lieu d'un processus continu. Pendant ce temps, les systèmes de polyculture japonais développent la fertilité du sol comme un sous-produit de la production alimentaire. Ils n'achètent pas d'intrants.
Ils créent de la fertilité sur place grâce aux relations entre les plantes et à une gestion intelligente des matériaux. Voici ce qui se passe dans votre jardin en ce moment. Vous récoltez la culture, vous arrachez les plantes épuisées, vous les jetez dans un bac à compost ailleurs dans votre jardin, puis vous replantez la planche avec de la terre nue ou peut-être du compost en sac que vous avez acheté. Pensez à ce que vous venez de faire. Vous avez fait pousser des plantes qui ont puisé des nutriments dans votre sol. Ensuite, vous avez physiquement retiré ces nutriments de la planche et les avez compostés ailleurs. Maintenant, vous rachetez de la fertilité sous forme de produits en sac pour remplacer ce que vous venez d'évacuer. Vous avez créé un système où vous exportez constamment des nutriments et les réimportez à prix d'or. C'est à l'envers. Les cultivateurs japonais utilisent une méthode appelée chop and drop, et elle élimine tout ce cycle de gaspillage. Le chop and drop est exactement ce que son nom indique. Lorsqu'une culture se termine ou lorsque vous taillez des plantes, vous coupez la matière végétale et vous la laissez tomber directement sur la surface du sol, dans la planche même où elle a poussé. Elle se décompose sur place, nourrissant la biologie du sol qui nourrira votre prochaine plantation. Vous ne déplacez pas la fertilité hors du site pour la composter. Vous ne transportez pas de sacs de compost au retour. Vous gardez les nutriments dans la planche, là où est leur place. Et vous le faites avec zéro intrant externe. La matière végétale devient de la nourriture pour les bactéries et les champignons qui la décomposent en formes utilisables par vos prochaines cultures. Ce processus se déroule en continu, ce qui signifie que votre sol s'enrichit toujours au lieu d'osciller entre épuisement et fertilisation temporaire. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les polycultures vivantes créent des opportunités de chop and drop en permanence sans que vous n'ayez rien à faire. Ces haricots qui fixent l'azote? Quand vous les récoltez, les racines restent dans le sol et se décomposent, laissant derrière elles des nodules riches en azote qui nourrissent tout ce que vous planterez ensuite. Ce basilic que vous faites pousser sous vos tomates? Taillez-le régulièrement pour l'empêcher de fleurir, déposez les chutes au pied de la tomate et vous venez d'ajouter une couche de paillis riche en azote qui se décompose en quelques semaines. Les feuilles de courge qui deviennent vieilles et abîmées? Coupez-les, laissez-les sur le sol et elles deviennent de la nourriture pour la prochaine génération d'organismes du sol. Vous construisez de la fertilité au fur et à mesure que vous récoltez. Vous ne l'épuisez pas. Comparez cela à votre système actuel. Vous ratissez probablement vos planches entre les plantations, retirant chaque débris végétal, laissant le sol nu exposé. Ce sol nu cuit au soleil, perd rapidement son humidité et reste là, biologiquement inactif, jusqu'à ce que vous plantiez quelque chose de nouveau. Les micro-organismes qui devraient décomposer la matière organique et rendre les nutriments disponibles n'ont rien à manger. Leur population s'effondre donc. Quand vous ajoutez enfin du compost ou de l'engrais, vous obtenez un pic d'activité temporaire. Mais cela ne dure pas, car il n'y a pas de source de nourriture continue. Les planches japonaises ne connaissent jamais ce cycle de haut et de bas, parce qu'il y a toujours de la matière végétale en décomposition quelque part dans le système. Voici ce que la plupart des gens ignorent sur le paillis vivant. Il ne s'agit pas seulement de supprimer les mauvaises herbes ou le retenir l'eau, même s'il fait les deux brillamment. Le paillis vivant consiste à garder des racines dans le sol en permanence. Lorsque vous avez des cultures couvre-sol, comme le trèfle ou le thym rampant, qui poussent entre vos cultures principales, ces racines exudent des sucres et des glucides dans le sol chaque jour. Ces exudats nourrissent des réseaux fongiques qui étendent la portée de collecte des nutriments de chaque plante de la planche. Les champignons échangent des nutriments avec les racines des plantes, créant un marché biologique où les fixateurs d'azote partagent avec les plantes gourmandes. Et les plantes à racines profondes remontent des minéraux auxquels les plantes à racines superficielles peuvent accéder via le réseau fongique. Vous n'obtenez rien de tout cela dans un sol nu, peu importe la quantité d'engrais que vous ajoutez. Parlant de la plantation en succession, car c'est là que les cultivateurs japonais transforment le temps en ressources plutôt qu'en limitation. Vous plantez probablement tout au printemps, récoltez pendant l'été, puis laissez les planches vides en automne et en hiver.
Vous utilisez chaque planche pour un seul cycle de culture par an. Les systèmes japonais gèrent plusieurs cycles dans la même planche en plantant des successions qui profitent de la fertilité créée par les cultures précédentes. Ils plantent des radis ou de la laitue à croissance rapide, récoltent en 3 ou 4 semaines, déposent les résidus sur place, puis repiquent immédiatement une culture de saison plus longue dans un sol plus riche qu'il ne l'était un mois auparavant. Toutes les 3 semaines, quelque chose est récolté, quelque chose est déposé, quelque chose est planté. La planche ne reste jamais vide et le sol s'enrichit à chaque cycle au lieu de s'épuiser. Voici le calendrier qui permet cela. Première semaine, planter radis et laitue ensemble. Quatrième semaine, récolter les radis. Déposer les fans sur place. Planter des haricots dans les espaces laissés par les radis. Septième semaine, récolter la laitue. Déposer les résidus. Repiquer des plants de tomates aux emplacements de la laitue. Dixième semaine, les haricots fleurissent et fixent l'azote pendant que les tomates s'établissent. 16e semaine, récolter les haricots. Déposer les fans sur place. Planter une culture de choux frisés d'automne dans les espaces des haricots. Cela fait 4 cultures sur une seule planche en 20 semaines, chacune laissant le sol plus riche pour la suivante. Vous obtenez une seule culture sur la même planche dans le même laps de temps et votre sol est en plus mauvais état à la fin de la saison qu'au début. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Cela semble génial pour quelqu'un qui a de grands terrains ou une forêt nourricière dédiée. Mais vous avez un petit jardin, peut-être quelques bacs surélevés, voire juste des pots sur un balcon. Voici la réalité. La conception en polyculture s'adapte mieux aux petites surfaces que la monoculture, car elle repose sur les relations, pas sur l'espace. Un seul pot de 75 litres peut contenir un pied de tomate, du basilic à la base et des œillets d'Inde sur les bords. C'est une polyculture fonctionnelle qui sera plus performante qu'un pot contenant uniquement un plant de tomate. La tomate bénéficie de la protection contre les nuisibles et de l'attraction des pollinisateurs grâce à ses compagnes. Le basilic profite de l'ombre de la tomate et les œillets d'Inde éliminent les parasites du sol grâce à leurs exsudats racinaires. Même pot, même sol, même eau, meilleur résultat pour les 3 plantes. Si vous avez des bacs surélevés, vous pouvez mettre en place des plantations complètes des 3 sœurs ou des combinaisons tomate-basilic-laitue ou n'importe quel nombre de polycultures éprouvées sans changer votre infrastructure actuelle. La seule chose qui change, c'est la façon dont vous disposez les plantes dans ces planches. Au lieu de ranger de cultures uniques, vous plantez en grappes ou en guildes, où chaque plante soutient les autres. Si vous devez composer avec des restrictions de copropriété qui exigent un aménagement paysager ornemental, plantez des polycultures qui ressemblent à des parterres de fleurs. Du chou frisé, entouré de capucines et d'œillets d'Inde, ressemble à du paysagisme. Il se trouve simplement qu'il produit de la nourriture en même temps. Voici votre plan de mise en œuvre. Choisissez une planche ou un pot. Choisissez une combinaison de polycultures éprouvées. Les 3 sœurs, si vous avez de l'espace, ou tomates, basilic et œillets d'Inde, si vous n'en avez pas. Plantez-les. Observez ce qui se passe pendant 8 semaines et comparez les résultats avec vos planches en monoculture. Vous verrez une croissance plus rapide, moins de problèmes de nuisibles, moins de besoins en arrosage et un sol plus riche au moment de la récolte. Une fois que vous voyez la différence, élargissez. Ajoutez une autre planche en polyculture. Testez une nouvelle combinaison de compagnonnage. Commencez à laisser les résidus de culture sur place au lieu de les évacuer. En une seule saison de croissance, vous serez passé de jardinier interventionniste à concepteur d'écosystème. Vous ne vous battez plus contre votre jardin. Vous concevez un système qui se régule de lui-même. Les Japonais l'ont compris il y a des siècles, en observant les écosystèmes au lieu de les combattre. Vous pouvez faire la même chose en commençant avec l'espace dont vous disposez dès maintenant. Si cette histoire a changé votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin ou les rangées de vos planches, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les méthodes qui sont restées cachées trop longtemps. Plantons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.